Emmanuel Narchon, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter une actualité, on va dire, diplomatique et même sécuritaire assez chargée déjà en ce milieu de semaine, tout de suite après les fêtes. Le premier sujet dont je voudrais que l'on parle, si c'est possible, avec vous, c'est une réaction face à ce qui s'est passé hier dans le ciel syrien. Est-ce que c'est cette destruction d'une batterie de missiles syriens par l'armée de l'air israélienne, est-ce que c'est un message très clair qui est adressé à la Syrie et on va dire peut-être indirectement aussi à l'Iran? Oui, tout à fait. Je crois que c'est un message qui est très très clair. C'est une ligne rouge que nous avons tracée à juste titre parce que nous ne pouvons pas permettre que le régime syrien autorise des attaques contre Israël. Et là, je crois que le message a passé très clairement. Effectivement, c'est un message qui est dirigé tout d'abord évidemment aux autorités syriennes, mais aussi aux Iraniens qui se trouvent derrière les Syriens et qui les assistent en permanence. Donc je crois qu'il y a des règles du jeu qui ont été déterminées ici de manière très claire. Il y a une coïncidence intéressante d'ailleurs, c'est la visite du ministre de la Défense russe à ce moment-là en Israël. Donc je crois que le message a passé aussi à Moscou et c'est une très bonne chose de notre point de vue que les choses soient clarifiées et qu'il soit clair que le régime syrien qui se renforce en Syrie, en fait, qui est en train de gagner la partie, ne pense pas qu'il puisse se permettre d'attaquer Israël. Oui, est-ce que cela veut dire justement le fait qu'il est là, le ministre russe de la Défense, hein, il ne vient pas souvent enfin en tout cas pas en Israël, mais le fait qu'il soit là, c'est la preuve aussi que cette coordination entre les armées israéliennes et russes dans le ciel syrien se poursuit et que tout se fait en étroite coordination? Oui, tout à fait, parce que nous voulons éviter les malentendus et il est bien sûr hors de question qu'il y ait un malentendu face aux Russes. C'est une puissance très importante qui joue un rôle très important dans la région et qui de toute manière y est présente et continuera à y être présente aussi dans les années à venir. Donc il faut que les choses soient clarifiées. C'est une coopération ou du moins un échange d'informations qui nous permet d'agir en toute sécurité et sans risque de conflit non désiré avec les militaires russes. Alors Emmanuel Narchon, nous vous avons fait endosser pendant quelques minutes la casquette de porte-parole du ministère israélien de la Défense, si l'on peut dire, mais vous êtes le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et c'est en tant que tel que nous voulons parler avec vous ce matin de deux développements. D'abord, les résultats des élections en Autriche et le positionnement de l'État d'Israël face à donc ce nouveau leader, Sebastian Kurz, qui semble apparemment être assez favorable à l'État d'Israël. Il a même tenu ce matin dans la presse israélienne, dans le Israël Hayom, nous allons le voir nous dans la revue de la presse dans quelques instants, des propos assez chaleureux envers l'État d'Israël, une promesse de lutter contre l'antisémitisme. Comment l'État d'Israël réagit à cette élection et à la possibilité que le parti d'extrême droite de la liberté puisse entrer à l'intérieur de la coalition gouvernementale? Alors là, je crois qu'il y a deux sujets différents. Le premier, c'est le nouveau chancelier, M. Kurz, qui effectivement est un ami d'Israël. Hier, il a été félicité par M. Netanyahou. Et effectivement, nous considérons que Kurz est un ami de l'État d'Israël. C'est un homme qui a agi et qui continuera à agir en faveur des bonnes relations entre l'Autriche et Israël et aussi pour la lutte contre l'antisémitisme. Maintenant, pour ce qui est du parti d'extrême droite qui serait éventuellement un partenaire dans la coalition de M. Kurz, je crois que pour l'instant, nous ne sommes pas tenus de nous exprimer, étant donné que les négociations de coalition, les négociations pour former un gouvernement en Autriche n'ont pas encore commencé et nous ne savons pas véritablement si ce parti formera partie du gouvernement ou non. Donc je crois que pour l'instant, nous ne sommes vraiment pas obligés de réagir et mieux vaut attendre le résultat de ces négociations politiques en Autriche. Est-ce que du point de vue israélien, il y a quelque chose qui a changé au niveau face à l'Autriche par rapport à l'époque, on va dire, de Kurt Waldheim, d'il y a 30 ans, et à l'époque, on va dire, même de Haider, qui était le leader, on va dire, historique de ce parti d'extrême droite? Est-ce qu'on considère les choses autrement? Est-ce que ce parti d'extrême droite a mis de l'eau dans son vin et un peu nuancé ses propos de telle sorte qu'il puisse être peut-être obtenir une forme de légitimité ou même de reconnaissance de la part d'Israël?
Alors, il y a eu effectivement une évolution et je crois qu'on voit que le leader actuel de ce parti, qui s'appelle Strache, est un homme qui fait des efforts justement pour démontrer qu'il n'est absolument pas antisémite. Ben, ce parti a encore un long chemin à faire, à parcourir. Je ne sais pas à quel point la position israélienne changera ou non. Je crois que, encore une fois, nous ne sommes pas tenus de prendre des décisions à cet égard tant que ce parti ne forme pas partie de la coalition. Donc attendons, mais je peux vous dire que nous examinons les choses avec beaucoup d'attention. Les gens qui sont responsables des relations avec l'Autriche ici au ministère des Affaires étrangères et aussi des questions concernant l'antisémitisme se penchent vraiment de manière très minutieuse sur le dossier pour essayer de comprendre à quel point ce parti est toujours un parti d'extrême droite, un parti qui a ses origines quand même dans des pensées néo-nazis et aussi dans des attitudes antisémites, à quel point ce parti a changé ou non. Et de toute manière, la décision sera prise par le Premier ministre, par M. Netanyahou, qui est aussi le ministre des Affaires étrangères, sur la base de toutes ces informations. Alors, bien entendu, on ne peut pas vous interroger aujourd'hui, Emmanuel Larchon, sans évoquer les deux développements importants qui sont intervenus en fin de semaine dernière autour de l'UNESCO. D'abord, la décision d'Israël d'envisager, puisque c'est, on va dire, la formule exacte, d'envisager, comme l'a demandé Binyamin Netanyahou au responsable du ministère israélien des Affaires étrangères, le départ d'Israël de l'UNESCO à la suite de la décision américaine, elle, de quitter l'UNESCO. Et puis, 24 heures après, eh bien, l'élection à la direction de l'UNESCO d'Audrey Azoulay, l'ancienne ministre française de la Culture. Alors, la question que je vous pose et qui interpelle, on peut dire, chaque Israélien, c'est est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ces deux développements ? Non, ce sont deux choses totalement distinctes parce que nos relations avec l'UNESCO, si vous voulez, se basent sur de nombreuses années de déception et avec un sentiment que l'UNESCO en fait a changé, que la nature de cette organisation a changé et que cette organisation devient de plus en plus anti-israélienne. C'est notamment ce qui a motivé les Américains dans leur déclaration et c'est ce qui motive évidemment le gouvernement israélien. Alors il y a un nouveau secrétaire général de l'UNESCO, Madame Azoulay. Est-ce qu'elle sera capable de créer un changement profond au sein de cette organisation et de faire en sorte que cette organisation n'ait pas un agenda anti-israélien, ça c'est à voir. Bien entendu, c'est à voir, mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas dire que quelque part, les pays membres, au moins les membres du conseil exécutif de l'UNESCO qui élisent la directrice générale, le directeur général de l'UNESCO, se sont peut-être quelque part réveillés après avoir été groggy par la décision des États-Unis de quitter l'UNESCO. C'est quand même assez impressionnant que 24 heures après, eh bien, un tel développement intervienne. Oui, mais Madame Azoulay était l'une des candidates sérieuses à ce poste et je crois que son élection ne reflète pas seulement, disons, une pensée ou une manière de voir les choses qui est liée à Israël, mais aussi, disons, plusieurs intérêts qui se reflètent au sein de cette organisation, notamment le fait qu'elle est la représentante de la France. Donc qu'elle représentera probablement les intérêts européens de manière plus réussie que d'autres candidats éventuels. Alors tout cela évidemment a joué un rôle. Maintenant, à quel point est-ce que tout cela aura une influence sur le fait que ce soit une juive, le fait que ce soit une juive dont le père est un personnage connu, qui était un ami très intime de Shimon Peres, ce n'est quand même tout à fait pas anodin. Non, c'est pas anodin, mais d'un autre côté, à quel point ça aura une influence véritable, ça c'est encore à voir, parce qu'il ne faut pas oublier que même avec toutes les meilleures intentions du monde, le secrétaire général de l'UNESCO n'est pas la personne qui décide. En fin de compte, les décisions à l'UNESCO sont prises par les États membres. Oui. Or, les positions des États membres ne vont pas nécessairement changer parce que l'identité du secrétaire général a changé. Mais est-ce que par exemple... Est-ce que, par exemple, on peut envisager, on ne sait pas ce que décideront les Américains, mais est-ce que l'on peut envisager que, avec l'élection d'Audrey Azoulay, eh bien, le ministère israélien des Affaires étrangères ou le Premier ministre décide de reconsidérer leur décision de quitter l'UNESCO, ou en tout cas d'envisager de quitter l'UNESCO ?
Ben, de toute manière, la décision américaine et la décision israélienne ne rentrent pas en vigueur immédiatement, puisqu'il y a un processus en fait qui dure 1 an. Ça sera pour fin Les Américains ont 2018. fait savoir. Voilà, donc c'est fin 2018. Alors, ça nous donne 1 an et encore quelques mois pour reconsidérer notre décision, et c'est la même chose d'ailleurs de la part de Washington, en fonction de la manière dont agira l'UNESCO. Donc, pour l'UNESCO, je dirais que c'est un test, et l'année 2018 sera cruciale pour savoir si effectivement cette organisation revient sur le droit chemin ou bien si elle continue à servir d'instrument anti-israélien. Alors une dernière question, nous allons en parler tout à l'heure dans quelques instants. Il y a eu hier des révélations intéressantes devant le mur occidental sur des découvertes de fouilles archéologiques prouvant, dévoilant, on va dire, une autre partie pour l'instant jusqu'à présent cachée du mur occidental et des vestiges archéologiques extrêmement importants. Est-ce que cela s'inscrit dans une volonté israélienne de prouver le lien solide et historique et millénaire liant le peuple juif à Jérusalem face aux résolutions de l'UNESCO? Mais je crois que le lien, il est clair et évident, et je crois que notre lien à Jérusalem et nos attaches à Jérusalem sont un peu plus fortes que n'importe quelle décision prise par telle ou telle organisation internationale. Je crois qu'on aura oublié l'UNESCO depuis longtemps, dans des centaines ou des milliers d'années, et le lien du peuple juif à Jérusalem sera toujours là. Il sera toujours vivant, il sera toujours fort. Donc je dirais que nos attaches historiques à la terre d'Israël et à la ville de Jérusalem sont un peu plus importantes que n'importe quelle organisation internationale. Maintenant, évidemment, chaque découverte archéologique le démontre, alors que ça soit donc cet amphithéâtre romain qui a été découvert ou révélé il y a quelques jours, ou que ce soit d'autres découvertes qui démontrent clairement notre lien, le lien du peuple juif au mont du Temple. Tout ça, c'est des choses qu'on découvre en permanence. Ce qu'on voit malheureusement du côté arabe, du côté musulman, c'est aussi une volonté de détruire et d'essayer d'ignorer tout ce qui nous lie, tout ce qui lie le peuple juif au mont du Temple et à Jérusalem. Donc il y a une espèce de course contre le temps, et c'est très important que toutes ces entreprises archéologiques aient lieu. Elles ne font que démontrer l'évidence et la réalité que nous connaissons tous, à savoir que Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis toujours. Jérusalem n'a été la capitale que du peuple juif et continuera à l'être. Merci beaucoup Emmanuel Narchon d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir accepté de répondre à ces diverses questions sur divers sujets d'actualité brûlante. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci beaucoup, shalom. Voilà, nous allons marquer une petite pause et on retrouve dans quelques instants Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire, qui sera consacrée au jour anniversaire de l'assassinat de l'ancien ministre du Tourisme Rehavam Zeevi. C'était en octobre 2001.